toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce webcast de bilan de la campagne Ensemble Bougeons pour notre santé que venons tout juste d'organiser à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui des chiffres qui montrent que l'activité physique est un enjeu, la santé par l'activité physique est un enjeu majeur puisque un adulte sur trois à peu près est insuffisamment actif ce manque d'activité physique plus la sédentarité, tout ça conjugué, sont à l'origine de maladies chroniques comme le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Donc, à l'occasion de chaque grande manifestation sportive, comme la CAN, les JO, certaines entreprises se mobilisent avec des partenaires pour justement mettre en avant cette promotion de l'activité physique au quotidien en mobilisant notamment des ambassadrices et des ambassadeurs dans le cadre du challenge de pas connecté Starter by Santé en entreprise. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui le bilan de ce challenge avec tout d'abord Amina Abou Khalil, qui est l'administratrice générale de la Fondation Orange Guinée, qui nous rejoint depuis Conakry. Bonjour Amina. Bonjour Eric, ravi d'être là. Bonjour à tous. Avec aussi Aïssatou Diallo qui nous rejoint donc depuis Dakar normalement. Aïssatou qui est CEO de la startup Asker Femtech. Donc bonjour Aïssatou. Bonjour Eric, bonjour à tous et je suis ravie aussi d'être ici parmi vous. Merci de nous avoir rejoints. Et également Souleymane Soro qui nous rejoint depuis Abidjan. Souleymane Soro qui est expert international capital humain, DRH, communication et aussi directeur des ressources humaines au groupe C'est moi Côte d'Ivoire. Bonjour Souleymane. Bonjour Eric, bonjour à tous. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci. Et nous aurons le plaisir d'accueillir également depuis Rabat Asma Chaïk, professeur Asma Chaïk, qui est vice-présidente d'Omer Maroc, membre C3M, professeur à l'ENSAM, l'Université Mohamed V de Rabat, au Maroc. Bonjour Asma. Bonjour. Voilà, donc on va se retrouver pour ce webcast sur la séquence interview tout à l'heure, après avoir passé donc dans un premier temps la séquence actualité sur le bilan du challenge, le témoignage ensuite de nos trois chefs d'équipe qui nous feront leur retour d'expérience du challenge, et puis ensuite donc nous terminerons avec la séquence interview avec vous Asma. Donc à tout à l'heure, restez en ligne avec nous. Voilà, donc nous allons passer, avant de vous donner la parole sur vos témoignages, nous allons passer la séquence actualité avec Adama, qui va nous présenter tout le bilan de la campagne, le podium, le réseau des ambassadeurs, et nous dire ce qu'il faut retenir de cette édition. Adama, à toi. Merci Eric. Effectivement, avant de donner le podium, je vais juste faire une synthèse sur ce qui a été mis en place comme dispositif. Alors, du 21 décembre au 18 janvier 2026, nous avons mis en place un certain nombre d'éléments pour pouvoir accompagner cette campagne, notamment le site web intégré qui présente toutes les informations sur la présente campagne. Nous avons mis en place un tableau connecté, nous avons connecté des ambassadeurs et nous avons surtout mis en place le challenge de pas connecté qui s'est tenu du 9 au 18 janvier. Voilà. Donc, pour cette campagne, nous avons pu mobiliser 14 ambassadeurs et ambassadrices qui ont accepté de prêter leur image à cette campagne en passant des messages en lien avec le sport santé. Et ces ambassadeurs ont été justement mis sur le tableau connecté que vous pourrez retrouver sur le site. Alors, pour cette campagne, donc, nous avions le challenge de pas connecté, nous avions 19 équipes en compétition que vous voyez à l'écran, notamment formées d'entreprises, d'ONG et de partenaires. Et le challenge a duré 10 jours, donc du 9 au 18 janvier 2026. Et il y avait plus de 380 participants connectés qui ont justement participé à ce challenge. Et ensemble, nous avons parcouru plus de 18 millions de pas, soit l'équivalent de plus de 13 000 kilomètres par l'ensemble des participants. Et pour cela, il y a eu un podium. Donc, on a le podium, le classement général individuel et le classement par équipe. Et en termes de classement par équipe, c'est l'équipe de la Team Guinée qui arrive en première position avec plus de 4 millions de pas, suivi de la Team Côte d'Ivoire avec 3 800 000 pas, c'est moi, Côte d'Ivoire. Et ensuite, la Team Asker du Sénégal avec plus de 2 millions de pas.
Et parmi ces équipes, justement, chaque équipe avait des membres et ces membres ont aussi eu des performances. Et nous avons les membres de l'équipe de la Guinée qui arrivent en tête avec Amadou Mokhtar Ba qui a fait 500 000 pas, suivi de Kalo Mohamed avec 439 000 pas. Et enfin, Cédric Mimenga de l'équipe Atlantique Cocoa Côte d'Ivoire, qui vient avec 334 000 pas. Alors, le challenge s'est très bien terminé et toutes ces informations sont disponibles sur le site. N'hésitez pas à parcourir le site ou à scanner le QR code pour pouvoir accéder à la page. Je vous remercie. Et donc, on pourra également retrouver le tableau connecté des ambassadeurs qui ont participé à cette édition également sur le site. Voilà, merci Adama. Nous allons maintenant passer à la séquence témoignage avec nos invités, donc les chefs d'équipe du top 3 du challenge. Retrouvons maintenant la séquence témoignage avec donc nos trois invités, le moment attendu, hein, puisqu'il s'agissait quand même d'un challenge avec des équipes et donc une véritable motivation, même si elle était conviviale, ça restait un challenge de pas. Donc on commence d'abord avec Amina qui représentait la Team Guinée avec donc chapeau, félicitations Amina, puisque la Team Guinée est première sur le podium au classement général par équipe du challenge. Je disais donc tout d'abord félicitations pour cette performance-là. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter les facteurs de succès de cette motivation, puisque l'équipe a été assez pas mal d'inscrits tout d'abord, et surtout une performance assez exceptionnelle. Donc ça intéresse tout le monde dans un premier temps de connaître les facteurs de succès. Très ravie d'occuper cette première place. D'abord, peut-être raconter pourquoi on ne sait pas, on a demandé d'abord que le nom soit Team Guinée, parce que la Guinée n'était malheureusement pas à la CAN et qu'il fallait absolument que la Guinée soit représentée au niveau mondial, en tout cas sur une compétition. Donc pour nous, c'était important que la fondation Orange Guinée s'efface au bénéfice donc, de notre pays, la Guinée. Et c'est vrai que c'était un challenge assez intéressant, beaucoup, beaucoup de fou rire, surtout parce que c'est le soir, lorsqu'on regarde les pas, qu'on a envie d'accélérer, de faire encore plus de pas, donc tourner dans la maison, monter les escaliers et autres. Mais ce qui est formidable, c'est l'engagement, le nombre d'inscrits. Et j'avoue que on a lancé le challenge, je pense à J-3 quasiment. Et c'est vrai on a eu cet avantage, et je le dis à Suleiman qui écoute avec attention, de pouvoir capitaliser à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le réseau Orange de notre fondateur. Donc on a diffusé un push SMS à l'ensemble de la base client, les invitant justement à participer au challenge, à bouger pour leur santé et sans plus et en animant vraiment les pages durant toute la période. Et j'avoue que je pense que cela a aidé. Le deuxième facteur de succès aussi, c'est que parmi les inscrits, nous avons énormément de salariés Orange et d'Orange Guinée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la DRH Orange Guinée, chez Orange Guinée, ils sont très, très engagés sur ces sujets-là. Ce n'est pas notre premier challenge, on est rodé et la masse salariale, l'ensemble, ils sont majoritairement jeunes, on va dire, et ils savent l'importance de pratiquer, d'adopter en tout cas une activité physique. Et ce qui explique aussi pourquoi on avait énormément de collègues mobilisés sur le challenge. Donc, c'est à la fois donc, les canaux et puis le fait aussi en interne d'avoir cette politique-là de promotion de la santé donc, par le sport. C'est vraiment très intéressant parce que c'est à la fois la partie collaborateur pour les groupes, donc à qui ce sujet parle, mais c'est aussi à travers vos abonnés, utiliser le métier d'Orange pour toucher une large base. Donc, c'est justement Exactement. c'était la question que j'avais pour la suite, c'était la différence. Quelle différence, selon toi, fait le numérique et le téléphone mobile, justement, en Afrique, où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour pratiquer du sport ou tout simplement de la marche, quelquefois au quotidien. Quelle différence ces outils-là peuvent faire pour emmener justement plus de personnes à pratiquer une activité physique au quotidien?
Je pense que déjà le concept lui-même du challenge est hyper intéressant dans le sens où on n'invite pas les participants à courir. On invite les participants à simplement marcher ou en tout cas adopter, avoir une activité physique qui est et là, ça se comptabilise par les pas. Et pour ça, on sait très bien, même si c'est vrai que le taux de pénétration des smartphones est encore en deçà des attentes, hein, des objectifs des acteurs telco, mais on sait très bien que la majorité de la population a un outil, donc un smartphone, un Android et peut donc télécharger l'application. Et derrière, parce qu'il a téléchargé l'application et parce que justement, bah, on ne lui demande pas de courir, mais simplement l'activer. À la fin de la journée, je pense que chacun est agréablement surpris de voir donc le nombre de pas réalisés et voir que finalement quelle différence ça fait par rapport à une activité ou une journée durant laquelle on n'a pas forcément fait attention à bouger. Deuxième point, c'est que c'est le message. C'est le message que l'on va vous apporter et que comment on va toucher ces personnes-là. Et c'est vrai que, nous appuyer sur le réseau Orange est un atout. En plus des réseaux, tout le monde est connecté. Voilà, on est tous sur Facebook. Donc c'est le push SMS qui va de toute façon, toucher le client, donc il pourra le lire et comprendre que, ben, il faut bouger, pas forcément courir, mais simplement bouger, se laisser, voilà et vaquer à ses occupations peut-être un peu plus de manière un peu plus soutenue que d'habitude peut-être et toute la pédagogie derrière qui est faite, à travers les canaux, donc les plateformes, les réseaux sociaux, notamment Facebook, où on a vraiment tenu à expliquer qu'il ne s'agissait surtout pas de courir, mais simplement, marcher, par plaisir. Donc c'était ça. Mais après la petite touche quand même, je dois le dire, c'est que, on peut-être aussi, en revenant un peu en arrière, excusez-moi, c'est de dire qu'on n'a pas forcément tenu à mettre en avant les lots ou autres. On l'a fait plutôt à l'endroit des collègues en interne et c'est l'agréable surprise derrière. Donc je pense que le tout combiné, à la fois l'utilisation de la technologie, des réseaux et la façon dont on va raconter et le va permettre véritablement de garantir une adhésion au challenge. Vous avez organisé justement une cérémonie de remise des prix avec, dans le cadre de ce challenge. Et quel qu'est-ce que tu retiens de cette cérémonie-là sur, C'est sur... c'était formidable parce qu'on avait à la fois on n'a pas pu avoir tout le monde, beaucoup sont à l'intérieur du pays, mais le 1er prix, ben, est venu de l'intérieur du pays. D'ailleurs, lui, il a pris sur lui de venir avec sa mère. Donc c'était vraiment l'occasion pour nous d'avoir à la fois les participants donc externes, donc nos clients, mais aussi, nos collègues, tous réunis pour, montrant et témoignant effectivement de leur prise de conscience et de la nécessité de bouger. On a invité les médias, donc qui vont relayer le sujet. Et le message a été très clair, hein, c'est, pas courir, mais simplement pour des raisons de santé évidentes et avec des exemples concrets, inviter simplement, les gens au bout d'une heure à se lever, marcher, tout simplement ou téléphoner, être au téléphone en marchant. Les gens l'ont compris, et ce qui est rassurant, c'est d'avoir l'engagement des participants de relayer et de continuer. Donc on entend bien, par contre, indépendamment des grands rendez-vous sportifs, nous retrouver. Très bien, ben ça c'est un message très important. Enfin, Amina, puisque on va toucher maintenant pratiquement à la fin de cette partie de ton témoignage, quels sont les projets, en quelques mots, de la Fondation cette année en matière de prévention et de la promotion de la santé? D'ailleurs, on voit déjà à l'image pas mal de ces projets. Certains s'inscrivent maintenant dans une certaine, j'ai envie de dire, pérennité. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, un projet ambitieux, c'est en 2026, qui est celui de faire évoluer véritablement le programme, Caravane Santé. Un projet ambitieux, pourquoi? Parce qu'on passe de 7 à 11 partenaires mobilisés pour toucher, beaucoup plus de maladies non transmissibles, mais surtout faire de la prévention. C'est très ambitieux parce on a pour on souhaite en tout cas être 2 fois par an auprès des populations, mais toute l'année faire de la prévention au sein des différents centres de santé sur le palu, sur les cancers, sur le diabète, l'hypertension, être mobilisé pour former et faire en sorte que ces maladies-là, qui sont évitables, puissent l'être effectivement. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est quelque chose de nouveau. On a un peu peur, je l'avoue, on est assez stressé aussi parce que c'est un nouvel élan, mais on est convaincu que c'est ensemble que nous pourrons véritablement impacter et ne plus avoir à agir en tant que pompier, comme j'aime le dire, venir quand voilà, la maladie est déjà installée. Donc beaucoup de prévention et avec vraiment, j'insiste, c'est 11 partenaires cette fois, ce qui n'est pas rien.
Donc, un programme qui prend de l'ampleur avec des partenaires, la partie caravane santé qui reste, j'imagine, assez centrale dans ce plan d'action. Et on voit des choses sur le paludisme, la dialyse, on a le centre de dialyse qui est aussi passé rapidement. On pourra peut-être pas tout développer en détail, mais il y a également l'idée d'intégrer d'autres maladies non transmissibles contre les cancers. C'est bien ça? Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'on aura là le dispositif caravane mobile qui, se déploiera 2 fois par an, donc chaque fin de semestre. Et entre-temps, tout au long des mois, donc durant l'année, on fait beaucoup de formations du personnel médical sur la méthodologie Wupen qui va permettre justement d'aider ces agents à mieux dépister et donc prévenir et soigner. Donc tout au long de l'année, avec donc vraiment une présence soutenue sur ces maladies-là qui malheureusement aujourd'hui nécessitent la mobilisation de tous. Et on se dit qu'en arrivant à le mettre en œuvre avec tous ces partenaires-là, peut-être qu'on pourra on pourra encourager d'autres à nous rejoindre. C'est aussi un appel, hein, un appel qu'on lance parce que c'est peut-être ambitieux, mais c'est pas impossible. Et c'est tout à fait un modèle, puisque je pense on n'a pas l'équivalent, comme je le dis souvent, de ces modèles de partenariat public-privé qui rassemblent autant de partenaires et surtout qui s'inscrivent dans la durée, parce que je crois que c'est vraiment ça le challenge, c'est d'assurer la pérennité. Donc j'invite tous ceux que ça intéresse à retrouver sur la page Caravane Santé euh, la Caravane Santé Guinée soutenue par donc, est porté par la Fondation Orange en Guinée. Donc, les prochaines étapes, c'est pour bientôt. Je crois savoir que ça va être pour avant la fin, en tout cas du premier semestre, la prochaine édition. Et puis, ben, rester en tout cas connecté pour la suite. Amina, reste avec nous pour la fin, jusqu'à la fin, pour Très bien, un petit message. Et puis maintenant, nous allons passer, merci encore Amina, on va passer merci. maintenant donc Souleymane Soro, que j'ai déjà présenté. Et je vais lui demander, Souleymane, tout d'abord, avant voilà, de parler du challenge, nous redire un petit quelques mots des activités de ces mois pour ceux qui ne vous connaissent pas encore en Côte d'Ivoire, et puis une partie voilà, rapidement de vos engagements en matière de RSE. Merci Eric. Bonjour à tous. Alors c'est moi, c'est un groupe, un chocolatier à la base, un chocolatier qui aujourd'hui appartient au grand groupe Sweet Product, qui est avec Baroni. Donc on se positionne sur l'Europe comme le premier chocolatier, et aussi on fait de la vente de glace en Europe de l'Est et Europe du Nord, Belgique et autres. Et donc on est beaucoup engagé sur les problématiques, un groupe qui se veut proche de la Côte d'Ivoire, qui est quand même le premier pays producteur de cacao, ce qui justifie notre présence du groupe ici, avec une implantation forte, une usine avec près de 1000 collaborateurs. Voilà, donc pour produire justement, pour avoir du chocolat, il faut avoir des fèves de qualité. Donc on a construit une usine en Côte d'Ivoire, et une usine qui transforme 70 000 tonnes de fèves chaque année en produits semi-finis, et ces produits-là sont ramener dans le groupe pour pouvoir faire le bon chocolat qu'on voit un peu partout. Mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2015, on a construit également une usine à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui est la première chocolaterie, on va dire, sur la terre ivoirienne, et qui fait une production pour le marché local et pour tous les pays de la sous-région. Et donc, voilà, qui sont alimentés à partir d'ici. Voilà ce qu'on peut dire. Et pour nous, il était essentiel, vu notre activité, qui est de prendre des fèves. On s'est dit, on ne peut pas avoir des bonnes fèves si on n'a pas des acteurs, des partenaires qui sont en bonne santé, et qui nous intéressent aussi plus que les fèves également. Souleymane, si tu peux rapidement nous donner aussi la place qu'occupe aujourd'hui la santé, l'activité physique, et aussi l'activité physique, puisqu'on va parler de promotion de la santé par l'activité physique, dans la stratégie RSE de ces mois en Côte d'Ivoire et les actions que vous menez justement dans ce domaine. Alors, écoutez, pour nous, ce qui est important, comme je le disais, c'est vraiment l'humain. On met l'humain au cœur de tout. Et qui parle d'humain, parle de santé, parle de bien-être. Donc, c'est un ensemble, en fait. Ce triptyque-là, il se poursuit ensemble. Et s'ils sont bien, la performance est au bout du compte.
Donc, aujourd'hui, faire ce lien-là, il est essentiel et ça fait partie du cœur de notre stratégie, notamment. Ce qui fait que pour ces mois, euh, dans notre politique RSE, tout ce qui est santé, santé des collaborateurs et effectivement pas que des collaborateurs et des personnes qui gravitent autour de ces salariés-là, donc salariés plus famille et aussi nos partenaires, parce qu'on va essayer d'aller plus loin. Là, sur les images, on voit la caravane santé qui est organisée et chaque année, on fait des caravanes santé pour nos partenaires qui sont dans des villages reculés, des gens qui n'ont pas forcément accès à des soins de santé d'un certain niveau, d'un certain standing. Et pour ceux qui connaissent la caravane santé, c'est essayer de faire un diagnostic multimaladie avec à la clé une prise en charge et un accompagnement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour nous, c'est essentiel. Et ça, ça fait partie intégrante de notre politique. Parce qu'on ne peut pas avoir de bonnes fèves si on n'a pas de bons partenaires. Pour nous, c'est essentiel. Et Et donc, l'humain avant tout. mais Alors, avant tout, c'est une action qui voilà, bénéficie aux salariés, aux aux communautés, familles et aux planteurs qui sont vos parties à tous prenantes les niveaux. et à tous les Alors, niveaux. concernant le challenge, je dis c'est la deuxième édition à laquelle nous participons et si tu voulais reconnaître hein, et féliciter l'équipe, la Team Guinée, hein, euh, qui a détrôné la Côte d'Ivoire sur le coup. Mais là, j'ai compris à travers les facteurs clés de succès dont parlait Amina, c'est normal. Nous, on est à notre petite échelle ici, ce sont les collaborateurs qu'on a. Et nous, on l'avait limité à nos collaborateurs. On n'est pas allé plus loin que ça. Et même à l'intérieur des collaborateurs, c'est une soixantaine de collaborateurs qui se sont véritablement inscrits et qui ont donné ce résultat-là. Donc, voilà. Et comme c'est des processus qui sont passés en fin d'année, je ne suis pas en train de justifier le pourquoi on a laissé la Guinée a marqué le pas, mais c'était assez limité. Hein. C'est quoi? 500 pas en plus. Mais je veux dire, Ça s'est joué à peu de 500, choses. 500 000 pas, voilà. Ça s'est joué à peu Et de choses. c'est ça. Mais en fait, c'est tombé dans une période de fin d'année. Donc, nous, on était dans nos sujets. Et si on le voit, à parler par moi-même, je ne dirais pas que c'est moi qui ai fait. Hein. Moi, je n'ai pas pu donner le nombre de pas que je voulais parce que par ailleurs, j'étais beaucoup pris et avec des empêchements probants. Amina, je pense que si mes pas étaient faits comme normalement, on aurait pu être de bons challengers. Alors ici, il faut dire que l'activité sportive fait partie de nos mœurs, en fait. Parce qu'on Ouais. fait des tournois inter-services ici où les équipes se rencontrent pour jouer au foot. Donc, tous les ans, on le fait. Donc, dans une ambiance amicale, voilà. On fait un peu de séances de Zumba, comme on voit à l'écran, où les gens, on les appelle. Entre nous, on danse, on fait venir des coachs, voilà, pour créer cette ambiance-là. Parce qu'on a compris que le fait de bouger, hein, c'est vraiment la santé. On ne demande pas d'être des sportifs de haut niveau. Non, 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 loin de là. Mais juste être conscient que le fait de faire du mouvement, de se lever, aller faire son petit café, aller discuter au petit coin avec les collègues, et au lieu que d'envoyer des mails, on peut se lever, aller dire aux collègues, écoute, voilà ma problématique. Ça crée un temps d'amitié, un temps d'échange, et c'est plus impactant en fait que d'envoyer un mail qui va rester dans les tiroirs et pas forcément être lié et pas être efficace. Donc voilà un peu ce qu'on essaie de faire. Voilà. Aussi bien pour les salariés avec les conjoints, des sorties détentes. Et tout ça, ça permet de bouger. On a la chance d'avoir des stations balnéaires ici. Ça permet des activités qui sont organisées et sponsorisées par l'entreprise au profit des collaborateurs. Et je pense que c'est ça aussi notre impact social et ce qu'on peut apporter pour permettre aux uns aux autres de se sentir dans un environnement, on va dire plutôt professionnel, mais un environnement aussi qui se veut familial, avec la solidarité au bout et avec recréer ce monde-là en qui on croit fondamentalement, qui reste nos valeurs africaines et je dirais universelles, on va dire. Voilà. Très Donc, voilà bien. un peu ce que je peux dire. Le message principal, je pense, c'est vraiment passé. C'est ça, effectivement, et comme Amina le disait, c'est pas, il ne s'agit pas de courir, il ne s'agit pas de se dépasser. On n'est pas dans la performance du sport de haut niveau. Le message principal, c'est chaque pas compte, chaque personne à son niveau peut se faire du bien en faisant le plafond, je crois qu'on avait mis à 7500 pas par jour. L'OMS dit C'est que c'est ça. entre 5000 et 500 pas. Donc déjà, un message très important qui est en bougeant 30 minutes par jour, on fait déjà de la prévention.
contre toutes les maladies non transmissibles dont on parle. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc Souleymane, pareil, il reste avec nous jusqu'à la fin. Merci. On va passer maintenant à Aïssatou, donc, je disais, qui en est à sa première participation avec nous sur le webcast. Donc, Aïssatou, je crois, Asker est une start-up, on l'a dit, hein, une start-up vraiment très dynamique, qui a remporté d'ailleurs la première place du prestigieux Tara Circle de 2025, Women in Technology, un programme international qui a réuni, je crois, à peu près 150 projets portés par des femmes issues de plusieurs pays, 45 pays. Présente-nous d'abord ta structure et surtout la solution phare que vous avez en matière de dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, bonjour à tous. Merci, Eric. Et je vous remercie d'abord pour cette belle opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de partager ce plateau avec des personnes. Je me sens comme dans la caverne de Alibaba en partageant ce plateau avec les gens de l'RSE, Amina et Souleymane. Voilà, comme vous l'avez dit, on porte une solution communautaire depuis 2022-2023. Mon nom, c'est Aïssatou Diallo. Je suis biologiste de formation et PhD en bioinformatique. Et j'ai créé Asker en 2019 à partir d'une histoire personnelle. J'ai vécu une tragédie, perdre un enfant à cause d'un équipement défectueux. Et depuis lors, on s'est engagé à accompagner les structures sanitaires dans le monde rural pour avoir accès aux soins de qualité pour la population. Maintenant, il y a une chose qu'on a compris depuis un moment quand on s'est mis à être sur le terrain. La réalité est tout autre. Il ne s'agit pas seulement d'équiper les structures, mais il fallait avoir des solutions concrètes à nos problèmes de santé publique. D'où le fait on s'est vraiment mis dans tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est adaptation de solutions. Et à travers des partenariats qu'on a pu nouer à travers le monde, on a pu avoir une solution de dépistage rapide pour le cancer du col, qui est l'un des cancers les plus meurtriers, surtout ici au Sénégal. Et surtout que ça touche plus particulièrement la femme, qui est une actrice très sensible par rapport à son environnement, par rapport à tout ce qui touche à la vie commune. Parce qu'aujourd'hui, je dis, si la vie de la femme, elle est sauvée, la vie de la planète entière, elle est sauvée. Alors que, comme l'a très bien décrit Amina, il y a certaines maladies, elles sont évitables. Il y a des solutions concrètes qui sont là et mieux vaut prévenir que guérir, comme on a l'habitude de le dire. Donc, c'est dans ce concept qu'on a une solution de dépistage rapide adaptée au monde rural avec un kit de test de dépistage rapide, un colposcope numérique qui permet de regarder s'il y a des lésions au niveau du col et une thermoablation qui permet de traiter les lésions précancéreuses. Le parcours patient qui est interrompu dans beaucoup de campagnes financées pour pouvoir éradiquer le cancer du col, parce qu'on demandait aux patients de revenir dans 15 jours ou bien dans 20 jours pour avoir les résultats. Et s'il y a un résultat, il faut aller faire une biopsie pour voir si vraiment c'est des cellules cancéreuses ou autres. Ce parcours patient qui était interrompu parce que beaucoup de femmes ne reviennent pas, surtout celles qui sont dans le monde rural, faute de manque de moyens, faute de méconnaissance, faute de manque d'informations ou bien tout simplement par la peur. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu peur de connaître leur statut, mais nous, avec la solution dont nous faisons la promotion aujourd'hui, cette solution permet en une seule visite, une fois que la femme elle est en position gynécologique, de tester et de savoir si elle est positive au papillomavirus ou pas. Ça, c'est le triage. De regarder au fond du col si le test est positif et savoir si elle a commencé à développer les lésions et s'il y a les lésions, on traite. Donc, dès qu'on parle de ça, les femmes sont rassurées. Et voilà, c'est la solution dont nous faisons la promotion avec des partenaires qui nous accompagnent aussi. Et une solution aujourd'hui qui a une reconnaissance effectivement au niveau mondial, mais aussi au niveau panafricain. On a en 2025 remporté pas mal de prix. Et ce n'est pas seulement des prix pour avoir des prix, mais c'était plutôt des prix pour prouver
aujourd'hui que cette solution, elle est adaptée aux recommandations de l'OMS. Très bien. Alors, c'est une solution, on va dire une stratégie test and treat qui est, voilà, on teste, on traite sur, Exactement. ouais, voilà, sur le moment. Et combien de femmes aujourd'hui ont bénéficié de cette solution déjà au Sénégal et dans le Alors, monde? oui, étant actuellement en phase pilote, comme on le dit, au-delà du Sénégal, on est au Rwanda et au Nigeria, et en total, on est à plus de 10 000 femmes. Parce que ici au Sénégal, quand on fait, par exemple, quand on a fait une campagne avec Canal+, en moins de euh, 3 heures de temps, on a pu dépister 100 femmes et traiter les 29 cas qui étaient positifs. On a pu faire les colposcopes et les 6 femmes qui présentaient déjà les lésions précancéreuses, on a pu traiter sur le coup. Donc, cette facilité de pouvoir faire le triage très vite, de passer à l'action très vite avec le colposcope et de faire le traitement très vite, c'est une solution de dépistage de masse que tous les gouvernements ont besoin aujourd'hui pour atteindre les objectifs fixés d'ici 2030. 90% des femmes doivent être dépistées entre 25 et 65 ans. 70% des cas de lésions précancéreuses doivent être traités et 90% des jeunes filles doivent être vaccinées. Donc là, on apporte une solution concrète aux problèmes que présentent nos gouvernements. Une solution concrète, disponible, j'imagine accessible financièrement. On va inviter tous les ministres de la Santé qui nous écoutent, et tous les programmes nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles à s'intéresser à cette solution en Afrique, puisque je pense qu'elle a largement démontré son efficacité, hein, n'est-ce pas? Ouais, parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, accessibilité, surtout ce facteur d'accessibilité, soit en Afrique, on fait deux sortes de dépistage. On utilise l'IVEA et si l'IVEA aussi, c'est à l'inspection visuelle à l'acétone, si aujourd'hui on soupçonne, parce qu'on n'a pas de preuves palpables scientifiques pour dire que oui, le col est, si on soupçonne, il faut passer au frottis. Et ne serait-ce que le frottis, ça coûte entre 10 000 et 15 000. Alors que le test qu'on propose aujourd'hui est à 6 500 au grand maximum. Et selon les quantités achetées, le coût réduit. Donc, par rapport à l'accessibilité, on reste très accessible. Absolument. Donc ça, c'est très intéressant. On voit que lorsqu'on parle de prévention, on parle d'activité physique, parce qu'on a parlé de la partie prévention primaire, mais il y a aussi l'accès au diagnostic précoce qui fait partie de la prévention. Et donc là, vous apportez une solution et on sera heureux de pouvoir, dans un futur très proche, intégrer cette solution dans le programme Caravane Santé Afrique 3.0, parce que je crois que c'est la suite logique des choses. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour nous de pouvoir intégrer des initiatives comme la Caravane Santé, parce que ce qu'on a compris, effectivement, nous, au-delà de juste cette solution, pour accompagner ces genres d'initiatives, on met à la disposition des ONG, des gouvernements, une unité mobile de dépistage, un bus qui sera équipé de 2 colposcopes digitales, 2 mammographies digitales et un lot de tests à partir de 50 000 tests, un accompagnement qui permet à ces initiatives de pouvoir sillonner un peu partout là où ils veulent être pour pouvoir avoir accès aux populations qui ont vraiment besoin de ce genre de technologie pour pouvoir se faire dépister. Moi, je dis que le pouvoir de la santé aujourd'hui, c'est le early diagnostic, dépister très tôt, prise en charge très rapide, et il y a moins de dépenses et c'est pour la vie de nos populations de pouvoir être dépistées très vite, d'avoir accès à leurs résultats très vite et d'être rassurés par rapport à certaines pathologies qui, au début, ne sont pas vraiment des pathologies pour qui les gens devraient mourir. Parce que pour moi, le cancer du col, aucune femme ne devrait mourir du cancer du col tant qu'il y a des moyens de prévention qui sont là. Très bien, Aïssatou, on arrive. Merci hein, pour ce témoignage et surtout ce plaidoyer très, très vibrant pour justement permettre un accès le plus large possible des femmes à cette solution. On l'a vu, qui n'est pas si cher que ça.
Donc, il y a besoin de cofinancement, il y a besoin d'engagement, il y a besoin d'investissement. Si on peut revenir un petit peu sur le challenge puisqu'on arrive au terme de cette première partie de notre échange, sur le challenge lui-même et puis surtout ce que vous retenez de votre participation, parce que vous aussi, vous avez été très, très dynamique hein, avec la team Asker. Sénégal, comme on le dit, vraiment, c'était une très, très belle expérience. Notre première expérience, on s'y attendait pas du tout. J'ai très vite dit à l'équipe, écoute, si vous gagnez pas, je suis guinéenne. Donc, ne vous en faites pas, c'est vous qui n'avez pas gagné, mais moi, je suis déjà guinéenne. Donc, j'avais déjà vendu ma nationalité à la Guinée et retrouvé mes grands-parents. Donc, voilà. Mais ce qu'on retient vraiment, c'est le fait que si les populations sont impliquées, ils vont prendre les choses en main. Et aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est de co-construire avec nos populations. Aujourd'hui, l'équipe Asker a été pratiquement composée de jeunes étudiants et de jeunes start-upers. J'accompagne un groupe de jeunes start-upers dans le health tech à qui j'ai demandé de s'inscrire. Ils l'ont fait. Et quand ils l'ont fait aussi, en toute sincérité, c'est eux-mêmes qui animaient le groupe, c'est eux-mêmes qui se motivaient et c'est eux-mêmes qui se donnaient à fond pour s'empresser le pas. Et ils avaient compris une chose, à la longue, c'était pas uniquement un travail d'une seule personne ou bien d'une seule équipe, mais les derniers jours qu'on a passés, c'était, oh, il faut qu'on dépasse pour le pourcentage global, il faut qu'on arrive à un tel niveau. Donc, cet esprit de travail ensemble, de collaboration qui s'est réveillé, ça m'a énormément fait plaisir. Et je dis aujourd'hui, si l'Afrique, si nos pays, on veut se développer, on va travailler ensemble, on va faire les choses et savoir que l'objectif qu'on a, c'est un objectif commun à atteindre ensemble et que chacun doit jouer son rôle dedans. Eh ben, très bien, vous l'avez brillamment démontré de toutes les façons, tous les trois, puisque vos équipes se sont hissées dans le top 3 de ce challenge, et chacun avec vos atouts, vos moyens, votre force de persuasion, vous avez su Ouais. constituer de très belles équipes pour animer ce challenge de la plus belle manière, des manières. Donc, merci à vous trois pour cette partie-là. Donc, nous retrouvons maintenant Asma Chaïk pour c'est la séquence interview. Sur cette séquence, elle va nous présenter le réseau Omer Maroc. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce programme euro-méditerranéen Omer, en quoi ça consiste? Merci Eric pour cette opportunité. Donc, le programme OMER, hein, c'est pour High Opportunity for Mediterranean Executive Recruitment. Haute opportunité de recrutement de cadres supérieurs en Méditerranée. Donc, c'est quoi ce programme? C'est un programme euro-méditerranéen de coopération académique et scientifique labellisé par l'Union pour la Méditerranée, l'UPM, depuis 2014. Donc, il s'adresse principalement aux étudiants méditerranéens en dernière année d'études, avec pour objectif de faciliter leur transition du monde universitaire vers des postes de responsabilité dans leur pays d'origine. Comment? Donc, il s'appuie sur des stages de mobilité internationale d'une durée de 5 à 6 mois dans le cadre d'un schéma sud-nord, nord-sud, afin de combler le fossé entre les compétences académiques et les attentes du marché du travail. Donc, ce programme vise à renforcer l'employabilité, à encourager la mobilité, le partage de bonnes pratiques, le développement des projets collaboratifs entre les universités et les entreprises du bassin euro-méditerranéen. Méditerranéen, pardon. Donc, Omer s'inscrit dans une approche très concrète en rapprochant la formation, la recherche et les besoins socio-économiques, notamment autour de thématiques stratégiques telles que la santé, l'innovation, le développement durable, la responsabilité sociétale et plus récemment le sport en tant que levier majeur de, de, de prévention, de bien-être et de la santé publique. Donc, ce programme mise fortement sur l'ouverture, l'interdisciplinarité
et la coopération internationale comme moteur de transformation. Donc bien sûr, comme vous l'avez bien compris, il favorise la double diplomation, la double compétence scientifique, tout en intégrant les sciences humaines et sociales afin de promouvoir une formation plus humaine, inclusive et ancrée dans les réalités sociétales. Donc, cette diversité constitue l'ADN du programme Homer, qui s'élargit aujourd'hui à des nouvelles thématiques répondant aux priorités locales des pays partenaires, de l'ingénierie au management, des sciences humaines jusqu'au sport, ainsi qu'à des nouveaux partenariats avec les pays d'Afrique francophone dans une logique de coopération équilibrée et gagnant-gagnant, favorisant aussi bien la mobilité sortante que la mobilité entrante. Alors justement, combien de pays, Asma, sont concernés par ce programme? On a parlé de pays partenaires. Oui, voilà. Donc cette mobilité, donc comme je l'ai dit, c'est joue un rôle clé dans la construction de profits ouverts. Et bien sûr, donc comme j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit c'est une mobilité sud-nord, nord-sud. Donc pour le côté sud, pour l'instant, c'est le Maroc et la Tunisie qui prime. Mais le leader, c'est le Maroc avec depuis 2014 avec plus de 600 mobilités étudiants marocains, suivant la Tunisie avec quelques centaines, hein, même pas, de mobilités. Maintenant, il y a l'Algérie qui souhaite intégrer le programme. Il y a l'Égypte aussi, il y a l'Égypte, il y a le Liban, la Turquie. Maintenant, moi, je suis responsable de cette coopération sud-sud avec l'implication du Sénégal, de la Mauritanie, de Côte d'Ivoire, de Mali. Côté nord, il y a la France, c'est le pays principal. Pour l'instant, nos étudiants partent stage de mobilité dans les entreprises françaises, hein, euh, qui touchent toutes les villes, hein. Ça veut dire on a du Rennes, Lille, Paris, Brest. Il y a l'implication de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal. Très bien. Donc, c'est aussi très intéressant, cette présentation pour les entreprises qui nous écoutent, l'écosystème d'entreprises partenaires, euh, qui cherchent à accueillir des jeunes également. Et je pense que, merci Asma de nous avoir bien présenté ce programme qui gagne à être connu. Alors, nous allons aussi donc entrer aussi dans le vif du sujet par rapport au monde universitaire que nous sommes évidemment ravis d'accueillir sur nos webcasts. Souvent, on a plus des représentants du monde du secteur privé, de l'entreprise, du monde du business. Or, les étudiants, comme les enseignants d'ailleurs, comme toute la population, sont concernés par les problématiques liées à la santé. Quel rôle le milieu universitaire joue-t-il aujourd'hui au Maroc pour promouvoir justement la prévention, le bien-être dans le milieu académique? Merci pour cette question très pertinente. Et comme vous le savez, le milieu universitaire joue un rôle central dans la promotion de la prévention en santé au Maroc, en agissant de manière complémentaire à travers l'enseignement, la coopération et les espaces de dialogue scientifique et international. D'abord, à travers l'enseignement, l'université constitue un levier fondamentale de diffusion d'une culture de la prévention. En tant qu'enseignante à l'ENSAM, j'ai pu constater que des modules comme santé et sécurité au travail permettent, ce que j'ai expliqué hier dans le panel, permettent d'aborder la santé non seulement sous l'angle réglementaire, obligations, contraintes, mais surtout comme un enjeu humain, organisationnel et stratégique. L'objectif est de former des futurs ingénieurs et des cadres capables d'intégrer la prévention. Et la prévention, c'est une affaire de tout le monde. Et aussi d'intégrer le bien-être et la responsabilité sociétale dans leurs pratiques professionnelles, en considérant la santé comme un investissement durable et non comme une contrainte. Ensuite, la coopération universitaire, notamment à travers les programmes de mobilité, comme déjà de mobilité internationale, comme Homer, hein,
que je viens de présenter renforce cette dynamique. La mobilité des étudiants, en particulier lors des stages de fin d'études à l'étranger, leur offre cette opportunité de découvrir d'autres approches en matière de santé, de sécurité et de RSE. Donc, ces expériences contribuent à former des profils ouverts, responsables et aptes à transférer les bonnes pratiques acquises dans leur futur environnement professionnel, participant ainsi à l'amélioration des pratiques au niveau national. Enfin, les conférences, les congrès, les rencontres internationales jouent un rôle structurant. En tant que membre du comité d'organisation de congrès scientifiques et actifs dans des réseaux liés à la santé et à l'innovation, je mesure cette importance de ces espaces d'échange entre universitaires, entreprises, institutions et sociétés civiles. Donc, ils permettent de croiser le regard, de partager des retours d'expériences concrets, de diffuser l'innovation, notamment digitale, et de renforcer les synergies autour de la prévention et de la responsabilité sociétale. Et autant que membre dans le C3e, ben, C3e, c'est les compétences scientifiques et médicales des Marocains du monde, hein, dont le président est le docteur Sami Qadar, ou à travers d'autres sociétés médicales de santé digitale, la Société marocaine de santé digitale, dont son président, professeur Wajir Ghanim, qui est professeur à l'INSAM à Rabat, ou bien, par exemple, demain, je participerai à un congrès international de sociétés biomédicales. Donc, vous voyez, donc tous ces congrès permettent encore de promouvoir la santé. Donc, en résumé, c'est l'articulation entre formation académique, coopération nationale et internationale et dialogue scientifique qui doit être continu, que le milieu universitaire peut réellement s'imposer comme un acteur majeur de la prévention et de la promotion de la santé au Maroc, en cohérence avec les politiques publiques et les enjeux des développements durables. Très bien, et nous allons également voir comment vous contribuez également à la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises, puisque vous avez appuyé la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat, Salé Kenitra, justement dans l'organisation du symposium Afrique RSE, innovation et santé, qui a eu lieu ce mercredi à Rabat, forum où santé en entreprise était partenaire avec, à côté d'autres. Quel bilan faites-vous tout d'abord de cet événement qui vient tout juste d'ailleurs de se terminer? Donc, avant de parler de bilan, déjà, j'aimerais bien dire un mot sur ce symposium qui revêt pour moi une importance toute particulière, hein. D'abord parce qu'il s'inscrit comme un événement préparatoire stratégique à la quatrième édition du Forum Afrique RSE Santé 2026, qui sera prévu en 9 octobre 2026 à Rabat, mais aussi parce qu'il a déjà démontré lors de cette édition sa capacité à fédérer des acteurs engagés autour des thématiques essentielles. Donc, ma participation hier, à la fois en tant que modératrice de la demi-journée et panéliste, a été une expérience pour moi très enrichissante. Il m'a permis non seulement de contribuer aux échanges, mais aussi de découvrir et d'élargir et de renforcer mon réseau pluridisciplinaire, composé d'institutionnels, d'universitaires, d'acteurs économiques, de professionnels, de santé, d'innovateurs. Donc, ce croisement de regards, comme je l'expliquais auparavant, est à mon sens une véritable richesse. Donc, ce que j'attends avant tout de ce symposium, c'est qu'il continue à jouer ce rôle de plateforme, de dialogue et de construction collective, hein, en rassemblant des acteurs de différents horizons autour d'une vision commune, une RSE engagée, une RSE pragmatique, une RSE orientée impact au service de la santé. Et le message que je souhaite, moi, faire passer personnellement, elle est simple, elle est très simple, mais je pense qu'il est essentiel, hein. La santé ne doit pas être perçue uniquement comme une question médicale, mais comme un investissement stratégique. Et à travers la RSE, qu'on peut constituer un levier opérationnel concret
pour agir sur la prévention, le bien-être et l'innovation. Puisque moi je suis un expert dans la coopération internationale, je pense que la coopération entre le secteur public, privé et académique est indispensable pour générer, un impact réel et durable. Donc pour moi, ce symposium, doit ainsi permettre de partager des retours d'expériences concrets, d'identifier et surtout d'identifier des opportunités de partenariat et de préparer, mais collectivement, les grandes orientations du FORAS 2026 dans une logique de continuité, d'engagement et d'action Et de construction, et à cette et de occasion, construction. Ouais, on bien a- sûr. on sera ravis d'avoir une table ronde aussi sur avec les acteurs du monde universitaire à l'occasion de ce forum, chose qu'on Ouais, n'a jamais été faite. Je crois que ce sera une première pour nous, pour merci. montrer comment on cherche à impliquer l'ensemble des acteurs. L'ensemble Voilà. Et l'ensemble universitaire, c'est pas uniquement les enseignants et les chercheurs. Et comme vous l'avez remarqué hier, Eric, il y a des étudiants qui ont des projets innovants dans le domaine de la santé et qui souhaitent s'impliquer dans cet événement de grande importance. Tout à fait. Ben, merci. C'était un plaisir de vous avoir avec nous à l'occasion de ce webcast. Donc, à vos agendas pour les prochaines dates clés à retenir sur les prochaines semaines et prochains mois. Tout d'abord, nous sortons tout juste du symposium Afrique RSE et Santé qui s'est tenu le 28 janvier à Rabat pour lancer la future édition, la quatrième édition du forum Afrique RSE et Santé qui aura lieu le 9 octobre 2026, donc à Rabat. Mettez bien la date sur vos agendas et le site web dédié est déjà disponible pour accéder à toutes les informations utiles au sujet du forum, vous inscrire, donc les inscriptions vont bientôt ouvrir, participer au trophée Afrique RSE et Santé et surtout l'appel à candidature pour le baromètre qui sera lancé dans quelques semaines. Ensuite, nous avons le 4 février, la journée mondiale de lutte contre le cancer. Nous avons beaucoup parlé de maladies non transmissibles et de cancer, donc cette journée-là sera importante. Euh, et la soirée de gala du 15e anniversaire qui, le 20 mars déjà à Paris. Donc là aussi, un site web est dédié pour vous inscrire. Réservez votre place au dîner de gala. Ne tardez pas puisque nous arrivons pratiquement cette semaine à la fin, le 30 janvier au 31 janvier, à la fin de la période d'inscription. Le 6 avril marquera la journée mondiale de l'activité physique, donc au cœur donc, des thèmes que nous avons abordés aujourd'hui. Et le 7 avril, journée mondiale de la santé, sera aussi la date du sommet, du prochain sommet One Health, organisé par la France, avec notamment le soutien de la fondation Une seule santé durable. Donc c'est un événement auquel participera la fondation, mais qui est un événement porté enfin, sous le patronage du président de la République française, avec de nombreux ministres de tout pays, notamment africains, qui seront présents. Voilà, donc notez toutes ces dates sur vos agendas. Je vous retrouve donc pour le mot de la fin. Donc, chacun, vous aurez 30 secondes. Je vais vous demander d'être vraiment faire court, un message fort en 30 secondes, si vous pouvez, au maximum 1 minute, ce que vous voulez laisser comme, disons, message clé pour conclure ce webcast. Donc, Amina, le mot de la fin, puisqu'on arrive au terme de ce challenge, s'il y avait un message que tu souhaitais adresser pour conclure ce webcast. Alors, c'est très difficile parce que, comme tu le sais, Eric, et je pense que Souleymane aussi le sait à force, je suis une grande bavarde. Alors, 30 secondes, c'est trop petit. Euh, Dis-moi 1 minute. Dis-moi 1 minute. D'accord, tu es très gentil. Déjà, je commencerai par dire, je ne suis pas de celles qui aiment courir. Déjà, je prends exemple sur moi-même, je n'aime pas courir. Je n'ai jamais su courir. En général, quand je cours, on dit que je danse, donc c'est pour dire un peu. Mais ce que je sais, c'est que chaque fois que j'ai pris la peine de bouger, je me suis sentie mieux dans la tête et dans le corps. Et bouger, c'est simplement marcher. Alors, j'inviterai chacun à prendre sur soi et faire un peu plus de pas tous les jours. Privilégier les escaliers plutôt que l'ascenseur. Prendre le temps de garer très loin pour marcher, venir au bureau. Se lever lorsqu'on est en réunion au téléphone. Pourquoi? Parce que ça évite certaines maladies
et qu'on a tous envie de vivre longtemps en santé autour des siens. Bouger pour sa santé, pour moi, c'est ça. C'est, avoir le privilège de vivre en santé, mais surtout avoir le privilège de pouvoir partager ce message au plus grand nombre à travers vous, entre autres. Et je pense que ce que je retiendrai et ce que j'ai à partager aujourd'hui. Merci Amina. En tout cas, on retient l'essentiel de ce message-là, c'est faire chacun à la mesure de ses moyens et il n'est pas nécessaire de courir pour se faire du bien. De Merci. marcher. Il faut marcher, marcher surtout, ouais. Marcher au quotidien. Et, on retient, bouger. Alors, du coup, pour la suite pour le mot de la fin, on va passer à Souleymane. Souleymane, pareil, si tu as un message donc de mot de fin. Bien sûr, Eric. Alors, pour moi, le plus important, ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est une évidence, hein. C'est que la performance, pour qu'elle soit durable, elle commence par le mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, comme dit, la vie récompense l'action. S'il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Donc, ça commence par le mouvement. Donc, bouger, c'est prendre soin de sa santé. C'est surtout ça. Mais c'est aussi libérer une énergie collective. À partir du moment où on commence à bouger et ça renforce l'engagement et ça crée du lien, surtout dans le cas de tels challenges comme celui qu'on vient de vivre là. Donc, chez nous, à ces mois, nous croyons que l'entreprise est responsable. C'est cette entreprise-là qui investit dans le capital humain à tous les niveaux, au-delà des chiffres et au-delà des résultats immédiats. Donc, il y a une visée sur l'avenir. Et l'opportunité que nous avons eue à travers euh, cette belle activité qui a été mise en place avec le START que vous avez mis en place, euh, nous a permis, nous, en tant qu'entreprise, et permettre aussi aux collaborateurs et les partenaires, parce que finalement, quand on prend le cas d'Orange, tout le monde était impliqué. Et c'est ce qu'il faut plutôt mettre en avant. Et ça permet d'avancer ensemble et l'impact devient réel et durable. Donc, je remercie tous ceux qui ont pu participer à cette activité-là et je souhaite qu'on soit davantage mobilisés et qu'on bouge pour la santé parce que bouger, c'est aussi la vie. Et ça sera le message que je vais lancer à tous. Merci. Merci aussi. Je retiens quand même qu'on a le début d'un concept d'entreprise régénérative, c'est-à-dire que l'idée de l'entreprise qui investit dans le capital humain et dans la promotion de la santé par l'activité physique, il n'y a pas que l'IA qui est régénérative, il y a peut-être aussi un modèle d'entreprise et vous l'incarnez si bien, comme ce que fait d'ailleurs aussi Orange en Guinée. Enfin, on va terminer par Aïssatou pour le mot de la fin. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, au mot de la fin, ça sera d'abord attirer les gens vers la conscientisation, à savoir que la santé coûte cher, la prévention coûte rien. Aujourd'hui, faire des activités physiques nous permet de conserver notre santé. Donc, il faut bouger, bouger davantage. Et comme je le dis, ni pour la beauté, ni pour les challenges, ni pour les performances, mais uniquement pour conserver une santé saine et rester très longtemps en vie dans un corps bien sain et dans un esprit bien sain. Je vous remercie, Eric. C'était une très belle expérience qu'on a partagée avec tous. Et l'année prochaine, Inch'Allah, on fera de sorte que l'équipe soit globalement au niveau Sénégal, intégrée, que tout le monde intègre l'équipe et qu'ensemble, qu'on fasse des pas qui nous font avancer davantage dans la vie. Merci. Merci, merci Aïssatou. Comme je Je vous remercie pour cette invitation et la santé est l'affaire de tous. Et c'est ensemble, par des actions concrètes et responsables, que nous pourrons construire des sociétés plus saines et plus résilientes. Et merci pour votre implication et bougeons-nous pour notre santé. Ah, le message est entendu. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Je vous remercie. Nous arrivons donc à la fin de notre webcast. L'occasion pour moi de remercier nos 4 invités et de vous souhaiter une très bonne semaine. Rendez-vous donc très prochainement pour le webcast que nous aurons à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre
le paludisme en avril. Nous aurons aussi une date très importante qu'on rappelle, c'est le 15e anniversaire de Santé en entreprise, donc le dîner de gala, qui aura lieu le 20 mars à Paris. Donc d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.